politique au Figaro. Et vous faites paraître aux éditions de l'Observatoire La foudre et les cendres, Macron, les secrets d'une succession interdite. Une enquête sur la fin de règne difficile d'Emmanuel Macron, sur la fin de mandat d'un pouvoir en déréliction, fragilisé par la dissolution de 2024. Vous notez pourtant que le candidat Macron semblait en 2017 avoir compris que l'heure était venue de préparer la France à une nouvelle époque. Finalement, il n'en fut rien. Qu'est-ce qui a fait bugger le logiciel Macron ? Alors, à sa décharge, il y a les crises, évidemment. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui le citera si on lui fait remarquer que tout ne s'est pas passé comme prévu pendant cette présidence. Il y a les crises qui ne sont pas de son fait, comme le Covid ou la guerre en Ukraine. Il y a celles où il est un peu plus responsable, comme le mouvement des Gilets jaunes, qui a beaucoup perturbé et fait dérailler assez vite, en fait, sa présidence. Donc, et puis, il y a toute la tension géopolitique, l'élection de Donald Trump qu'on connaît, les événements depuis le 7 octobre au Moyen-Orient, bien évidemment, au Proche-Orient, bien évidemment. Donc, disons qu'il y a ça. Il y a quand même l'ensemble qui a pesé sur cette présidence. Mais il y a quand même aussi des malentendus d'origine. Et moi, je reviens sur deux moments importants. Il y a bien sûr 2017, avec ce nouveau monde, hein, comme l'appelaient certains macronistes alors, où il y a une déferlante très importante d'une nouvelle génération politique qui a un peu l'intention d'expliquer à l'ancienne génération comment on fait de la politique. Et ça, déjà, je crois que le verre est dans le feu à ce moment-là. Il y a cette sorte d'arrogance, cette prétention à vouloir balayer la droite et la gauche de l'époque, ce qui a été fait, mais pour ensuite un lendemain qui a déchanté parce que la prétention, l'arrogance ont fait oublier à ce nouvel élu et à ses affidés la difficulté de gouverner et la difficulté de l'exercice politique en lui-même. Et le deuxième malentendu, je le situe à 2022. Évidemment qu'il y a eu la dissolution en 2024, que ça a véritablement déraillé à ce moment-là. Mais cette réélection d'Emmanuel Macron en 2022 face à Marine Le Pen, à l'issue d'une non-campagne présidentielle, parce que la guerre en Ukraine, on s'en souvient, a complètement monopolisé le débat public à l'époque. Qui a démarré en février 2022. Oui, voilà, mais il n'y a pas eu de campagne présidentielle, pour ainsi dire, ou à peine. Et ensuite, cette majorité relative, comme si les Français disaient OK pour 50 plus d'Emmanuel Macron parce qu'il y a Marine Le Pen en face, mais pas OK pour 50 plus de macronisme. Là, je crois aussi qu'à ce moment-là, il y a un malentendu fondateur qui explique beaucoup de choses. Le président a mal interprété sa victoire de 2022. Oui, tout à fait. Il a mal interprété parce que une majorité relative, c'est possible de gouverner en majorité relative. Le problème, c'est qu'il faut aller trouver des alliés. Or, lui a pensé bricoler un petit peu, et notamment au moment de la réforme des retraites, a pensé que, à force de manœuvrer, ça pouvait passer et qu'on allait pouvoir tenir comme ça. Il n'est pas, au lendemain de cette élection fondée sur un malentendu, de cette réélection fondée sur un malentendu, il n'a pas plus que ça cherché à élargir sa majorité, à aller chercher avec qui il pourrait partager le pouvoir, parce qu'en fait c'était ça le mot-clé. Il a voulu dérouler le programme tel que c'était prévu, alors même que sa légitimité à dérouler le programme n'était pas évidente à cause précisément de cette majorité relative. Et c'est pour tenter ensuite de s'extraire de cette situation inconfortable pour lui, parce qu'il a dû faire passer la réforme des retraites à coup de 49.3. C'est pour tenter de s'extraire de cette situation qu'il a dissous l'Assemblée nationale. Évidemment, le résultat était encore pire que la situation précédente, bien sûr. Comment vit-il ces dernières années de mandat avec ces petites trahisons que vous rappelez ? Vous écrivez également que le président déteste qu'on le quitte. Oui. Ça, c'est très fort chez lui. Alors ça, on dit c'est un sentimental, alors qu'en réalité, bon, il y a pas beaucoup d'affect, comme chez les hommes politiques et les présidents. Il mélange assez peu affect et politique. Mais c'est vrai, il ne supporte pas qu'on le quitte. C'est vrai de ses collaborateurs, hein, de ceux qui quittent l'Élysée, soit qui sont fatigués, soit qui soient lassés, soit qui trouvent que ça ne va pas dans le bon sens. Et puis, a fortiori, mais c'est bien normal, il n'aime pas qu'on le trahisse. Et là, il est évident que les événements, les déclarations des dernières semaines avec ces anciens premiers ministres, que ce soit Édouard Philippe ou Gabriel Attal, qui multiplient les déclarations hostiles à son égard, allant dans le cas d'Édouard Philippe jusqu'à appeler à sa démission. Non seulement le niveau de haine, de violence a atteint quand même son paroxysme, mais c'est aussi un signe de l'isolement du pouvoir. Alors il n'est pas certain que ça serve ceux qui font ça, les prétendants au trône, hein, en fait, parce que c'est Game of Thrones qui est en train de se passer sous nos yeux. Il n'est pas certain que ça sert les prétendants au trône. D'ailleurs, les sondages montrent que, au contraire, ils dégringolent plutôt. Mais ça montre quand même qu'on atteint. Par l'électorat macroniste, notamment. Oui, mais qu'est-ce qu'il en reste ? Là, vous posez la question qui est, en effet, c'est vrai, mais qu'est-ce qui reste de cet électorat et comment va-t-il se disperser ensuite ? On est dans une situation qui est quand même très singulière, ça s'est jamais passé sous la Ve République, dans laquelle un président qui en est à son deuxième mandat ne peut pas se représenter. Alors évidemment, François Mitterrand, il n'allait pas se représenter, son état de santé ne le lui permettait pas, c'était un peu la même donne pour Jacques Chirac, mais pour autant, ils avaient encore ce petit pouvoir sur leur camp, parce que c'est pas une obligation constitutionnelle qui les empêchait d'aller plus loin. Ils avaient encore ce petit pouvoir sur leur camp et
peut-être un petit peu la capacité d'orienter plus ou moins la suite. Là, ce qui fait enrager Emmanuel Macron, c'est que donc il ne peut pas, depuis le 2008, la Constitution interdit de faire plus de 2 mandats consécutifs, et que par conséquent, dès la réélection en 2022 dont je vous parlais, en fait, on s'est mis à comploter dans son dos et à préparer la suite. Et maintenant, ça se passe à ciel ouvert, sous les yeux des Français, qui voient l'hôtel d'un de ses anciens premiers ministres demander sa démission, l'autre qui explique qu'il ne comprend plus les décisions du président. Bref, c'est la loi des fins de règne, mais encore pire que d'habitude. Alors la dissolution de l'Assemblée nationale au soir des Européennes de juin 2024 a évidemment marqué une date charnière. Vous nous faites revivre ces heures qui suivent l'annonce de la décision présidentielle, et en particulier ce dîner de travail à l'Élysée. Nous sommes donc le 10 juin, au lendemain de l'annonce, autour d'Emmanuel Macron. 3 hommes, François Bayrou, Édouard Philippe et Gabriel Attal. 3 hommes aux intérêts assez distincts, mais 3 hommes en colère. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est la scène d'ouverture du livre, ça se passe au lendemain de la dissolution, et en fait, on voit à ce moment-là que l'euphorie qui s'était emparée d'Emmanuel Macron quand il a annoncé sa décision, parce qu'il pensait vraiment qu'il y avait un coup de poker à faire, et puis il a surpris son monde, c'est-à-dire que tout le monde était suspendu à ses lèvres, et il a créé une sorte de blast dans le débat du pays, c'est évident. Et il aime bien ça quand même, il aime bien ça, c'est des moments qu'il aime bien. Et ça a même surpris Gabriel Attal. Ouais, bien sûr, non, mais jusqu'à tous ses plus proches étaient les premiers surpris, il y avait très peu de monde dans la confidence. Et le lendemain, il y a ce dîner, avec en effet Gabriel Attal, Édouard Philippe et François Bayrou notamment, qui normalement doit porter sur la façon d'organiser la campagne qui s'ouvre. Il y a une campagne pour les élections législatives, ça va durer 3 semaines, c'est express, et tous 3 sont des chefs de parti, ils doivent voir normalement avec le président comment tout ça s'organise. Sachant que la veille, en effet, eux n'étaient pas au courant de la dissolution. Et là, c'est un moment assez violent pour Emmanuel Macron, parce que chacun, plus ou moins franchement, évidemment, parce qu'on y met les formes dans ce genre de réunion, mais chacun, plus ou moins franchement, fait passer l'idée que c'était pas une très bonne idée de dissoudre l'Assemblée nationale, et surtout fait passer l'idée qu'il faut qu'Emmanuel Macron se retire, c'est-à-dire que ce ne soit pas lui qui fasse campagne, alors que son intention était tout autre. Le coup de poker au moment où il dissout, il dit « mais les élections européennes avec la victoire du Rassemblement national », en gros, son raisonnement consiste à dire que il n'y est pour rien, en tout cas que lui n'a pas fait cette campagne-là, et que quand il s'impliquera dans une campagne, ça peut changer la donne. François Bayrou pense qu'il faut démacroniser la campagne à suivre. C'est son expression, il le fait savoir au président, et d'ailleurs c'est à peu près ce qui va se passer. Emmanuel Macron commence par s'impliquer en faisant une conférence de presse, en déroulant des idées, et en fait peu à peu c'est Gabriel Attal qui va prendre le leadership sur cette campagne. Emmanuel Macron s'entend bien lui-même que en fait, il n'est pas le mieux placé pour défendre les intérêts de ses troupes qui au demeurant lui tournent le dos. Oui, aux Alter, vous notez que le président a beaucoup de difficultés à admettre ses erreurs. Il n'a toujours pas regretté cette dissolution, ce poison lent, selon l'expression d'un ancien conseiller d'Emmanuel Macron, Philippe Grandjean. Oui, alors, de manière générale, en effet, il regarde rarement en arrière. C'est-à-dire non seulement il n'admet pas les erreurs, mais il n'aime pas trop revenir sur le passé. Vous savez, son expression, Emmanuel Macron, il dit qu'il a l'optimisme de la volonté. Donc ça veut dire que même quand tout le monde vous a quitté, que tout est noir, que la situation est vraiment terrible, lui, ça va être le dernier au fin fond de la tanière à croire encore à des lendemains qui chantent. Bon, c'est une vraie force personnelle, psychologiquement, pour une personne, mais c'est un revers de la médaille qui est le déni, c'est-à-dire l'aveuglement, l'empêchement de voir la réalité telle qu'elle est. Et en effet, cette dissolution, il l'a longtemps défendue après. Là où même tout son camp lui expliquait que c'était pas une bonne idée, il faut dire que les députés macronistes étaient les premiers à aller devoir expliquer devant les électeurs cette décision que eux-mêmes ne comprenaient pas, que ça a bouleversé la vie politique, que ça a fait perdre définitivement le pouvoir à la Macronie, parce que même en majorité relative, ils avaient encore toutes les commandes du pouvoir. Ça a évidemment disparu au soir du 9 juin 2024. Donc évidemment, le reproche pour lui a été continu, je crois qu'on l'a assez bien entendu. Mais lui a été longtemps persuadé, et sans doute l'est-il encore un petit peu dans un coin de sa tête, que c'était la bonne décision à prendre à ce moment-là. Certains conseillers ou ministres ont été pointés du doigt pour avoir conseillé, prétendument conseillé cette dissolution au président. Racontez-nous cette scène cocasse à la mi-temps d'un match de football France-Israël au Stade de France. Nous sommes un peu plus tard, le 14 novembre 2024. Et ce jour-là, Nicolas Sarkozy est très en forme dans les tribunes. Oui, alors on connaît sa verve. Hein, donc il y a donc évidemment des menaces qui pèsent sur ce match. Et Emmanuel Macron a tenu à ce que le match France-Israël ait lieu. Il a tenu à être là. Les présidents Sarkozy et Hollande se sont déplacés aussi. Et donc après avoir fait une remarque à François Hollande sur son rebondissement, ce qui est son habitude, Nicolas Sarkozy se dirige vers les conseillers qui accompagnent Emmanuel Macron. Parmi eux, il y a Bruno Roger-Petit, qui est le conseiller mémoire, qui est l'un des plus anciens fidèles, puisqu'il est à l'Élysée depuis 2017, depuis juste après la première élection d'Emmanuel Macron, et il est toujours là, c'est l'un des rares à être toujours là. Et Nicolas Sarkozy lui sert cette formule et lui dit
je voulais vous les féliciter, c'est formidable. Le président dit je veux me suicider et vous lui dites tiens, voilà un revolver. Alors évidemment, ça n'a pas beaucoup fait rire l'intéressé parce que il n'est pas le responsable de la dissolution, contrairement à ce qui a pu être écrit ici et là. C'est d'abord une décision personnelle d'Emmanuel Macron. Bruno Roger-Petit a fait partie de ceux qui d'abord ont été dans la confidence un petit peu avant et surtout qui ont accompagné cette décision, qui ne s'y sont pas du tout opposés et qui au contraire ont considéré que c'était un bon coup politique à faire, que ça donnait une statue gaullienne au président. Donc il ne s'y est pas du tout opposé et ça en a fait un petit peu vite avec certains autres l'un des supposés responsables de cette dissolution. Il y a un autre homme par exemple dont on a beaucoup moins parlé à l'époque mais qui a beaucoup poussé à la dissolution, qui est Gérald Darmanin, et ça je raconte dans mon livre qu'il a eu aussi un rôle important. Mais on peut aller chercher des boucs émissaires, des lampistes, un tel ou un tel. La réalité c'est qu'aucun conseiller ne prend une décision à la place du président et que souvent quand on s'attaque à tel ou tel conseiller ou tel proche, c'est qu'on veut éviter de s'attaquer au président lui-même. C'est sa décision à lui personnelle, elle a mûri d'abord dans son esprit, et le pire c'est qu'il pensait que ça pouvait marcher. Lui. Emmanuel Macron qui expliquera son pari à plusieurs de ses ministres qui lui opposent le risque de voir le RN remporter les législatives. À ses yeux, voir Jordan Bardella nommé à Matignon serait néanmoins un péril moins grave, c'est ce que vous racontez qu'une victoire de Marine Le Pen en 2027 à la présidentielle. Quelle est sa perception des deux leaders du RN aujourd'hui? Alors il a un moment essayé d'enfoncer un coin entre eux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces rencontres de Saint-Denis, c'était des réunions qu'Emmanuel Macron, ça nous paraît loin, c'était avant la dissolution, qu'Emmanuel Macron convoquait avec les leaders des autres partis politiques, y compris le Rassemblement national dans le cadre de ce format-là. Et il avait invité Jordan Bardella parce que c'est officiellement le président du Rassemblement national sur décision de Marine Le Pen, mais c'est lui le président, donc c'est lui qui s'y est rendu. Et Jordan Bardella était assez flatté d'être invité dans ce cénacle avec tous les leaders de parti face au président de la République. Et Emmanuel Macron, lui, avait fait exprès de distiller quelques compliments sur l'attitude de Jordan Bardella, sur ses qualités auprès de ses proches. Avec sans doute dans l'idée une espèce d'opération consistant à le valoriser lui pour créer la concurrence entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Avec Marine Le Pen, ils sont quand même dans une catégorie assez particulière. Ils ont tous les deux fait 2 finales d'élections présidentielles successives, 2 débats d'élections présidentielles. Je crois que dans la vie politique, ça vous met quand même dans une catégorie particulière. Donc, je dirais pas qu'il y a une complicité, bien sûr, mais disons qu'ils sont conscients tous les deux de faire partie d'un petit cercle. Le cercle des finalistes de l'élection présidentielle et le cercle des gens qui sont vraiment des leaders politiques installés. Je raconte par exemple la conversation brève au téléphone où Emmanuel Macron présente ses condoléances à Marine Le Pen le jour de la mort de son père. C'était en janvier dernier. Il n'y a pas évidemment de proximité, de conversation secrète ni rien, mais ils se combattent sans se haïr, c'est ça que je veux dire. Maintenant, le destin est quand même curieux parce que en 2027, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter parce que c'est la règle constitutionnelle. Et Marine Le Pen, pour l'instant, ne peut pas se représenter parce qu'elle est sous le coup d'une condamnation à de l'inéligibilité. Et c'est sans doute Jordan Bardella qui se prépare pour être le candidat. Donc on voit quand même le destin d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen est très bizarrement lié. L'un et l'autre s'étant combattus pendant longtemps, et en tout cas pendant les 10 ans de cette présidence, et l'un et l'autre devant peut-être quitter la scène en même temps, mais pour des raisons différentes. Vous racontez dans le détail la relation du président avec plusieurs de ses premiers ministres, Gabriel Attal, Michel Barnier et François Bayrou, mais je voudrais qu'on termine cet entretien avec la question diplomatique à laquelle vous consacrez un chapitre. Président très actif sur ces dossiers, notamment sur la question russo-ukrainienne. Pourquoi l'international prend-il et a-t-il pris autant de place ces 2 dernières années dans l'action du président? J'ai cité l'Ukraine, je peux évidemment citer également le conflit israélo-palestinien après le 7 octobre. Bien sûr, et d'ailleurs dans les 2 cas avec des résultats assez décevants. Ou avec en tout une forme de marginalisation. Oui, exactement, et je pense que ça, c'est pas seulement lié à Emmanuel Macron, mais son activisme diplomatique, sa volonté d'être vu un peu partout, d'aller énormément dans les sommets internationaux, et d'essayer de le scénariser, parce que l'Élysée n'est pas avare en vidéo mettant en scène les rencontres d'Emmanuel Macron, ses poignées de main viriles surjouées avec Donald Trump, ses conversations tendues avec Netanyahou. Celles-là, on ne les voit pas, les conversations avec Benjamin Netanyahou, mais leur relation est quand même très tendue, même si ils se parlent encore, en tout cas par intermédiaire. Tout cet activisme contraste avec la perte d'influence de la France, mais en effet, sur le plan international en général et dans les dossiers que vous évoquez en particulier.
C'est vrai de l'Ukraine, parce que si la France et l'Europe avaient réussi à stopper Vladimir Poutine d'une manière ou d'une autre, bah, ça se saurait. Or, la guerre continue. Et maintenant, on a l'impression que c'est plus Donald Trump qui a pris le dossier en main. Il n'a pas plus de succès pour l'instant, mais que les Européens deviennent spectateurs d'une action diplomatique qui concerne leur propre continent. Et c'est vrai du Proche-Orient, puisque là aussi, notamment l'accord de cessez-le-feu et la libération des otages, c'est fait sous pression de Donald Trump. C'est la diplomatie américaine qui a pris les choses en main. Alors, ce qu'on raconte à l'Élysée, c'est que la reconnaissance de la Palestine aurait joué un rôle précurseur, préparer le terrain, parce que la libération des otages faisait partie des conditions subséquentes au reste du processus, c'est-à-dire l'ouverture d'une ambassade. Mais pour l'instant, la réalité, c'est qu'on voit cette marginalisation de la France qui ne tient pas qu'à Emmanuel Macron. Disons que c'est une tendance longue qui se manifestait déjà sous ses prédécesseurs. Mais vous voyez, quand Jacques Chirac disait non à la guerre en Irak en 2003, eh bien, ça avait eu un retentissement international. Aujourd'hui, si la France dit non à une guerre ou essaye de régler une guerre ou un conflit ou obtenir des libérations d'otages, bah, malheureusement, sa voix porte beaucoup moins qu'avant. Merci beaucoup, Louis Ozelter, d'avoir été mon invité. Je rappelle le titre de votre livre. Votre enquête, La foudre et les cendres, Macron, les secrets d'une succession interdite, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. À très bientôt sur Radio J. Au revoir. Bon après-midi.